Un jour de l'hiver 2021, Casey est partie seule de chez elle, prétendant aller dormir chez sa meilleure amie. Mais la vérité était tout autre. Elle était en réalité sortie de sa maison, mais n'était jamais réapparue. Entre la découverte de ses affaires éparpillées, le comportement étrange de son mari et ses graves problèmes psychiatriques, sa disparition va poser pas mal de questions et le pire va être envisagé. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Casey Yoder, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une affaire que je trouve extrêmement intéressante parce qu'on va également ici parler de problèmes de santé mentale. Souvent quand une personne souffrant de maladie mentale disparaît, on peut directement mettre sa disparition sur le dos de cette maladie. Ici on va quand même essayer de chercher un peu plus loin et essayer de voir si sa disparition pourrait être liée à autre chose. Vous allez voir, c'est une affaire que j'ai trouvée extrêmement touchante et très triste, donc j'espère qu'elle vous intéressera autant que moi. Sinon, avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci énormément à tous ceux qui s'abonneront, ça m'aide beaucoup, ça me pousse à continuer. C'est juste un petit clic pour vous et pour moi ça change tout. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront également. Et mis à part ça, n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez qu'on fasse un peu plus ample connaissance. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette terrible affaire. Casey Mary Yoder est née le 11 avril 1989 et a grandi aux États-Unis, dans la ville de Eaton, dans l'état du Colorado, avec sa mère Tammy Jones Russ. J'ai par contre aucune information sur son père, donc j'imagine que sa mère était une mère célibataire. En soi, dans cette histoire, je pense que je peux dire que j'ai pas beaucoup d'informations sur l'enfance de Tammy, donc on va directement parler de sa vie d'adulte. Alors, fin de l'année 2023, Casey avait 34 ans et était maman de 4 enfants. Elle était mariée avec Evan Tipton, qui était le père de ses 2 derniers enfants, et elle vivait avec lui dans le bloc 36 000 sur la rue Happy Road, dans le comté de Weld, donc toujours dans le Colorado. Sinon, pour vous parler un peu plus de Casey, elle était connue pour sa personnalité rayonnante et son dévouement à sa famille. On la décrivait comme une personne vibrante, authentique et sans filtre, ce qui la rendait unique. À côté de ça, elle était fan de roller, elle pouvait en faire pendant des heures et elle adorait en faire avec son fils aîné. D'ailleurs, son fils aîné était handicapé, il souffrait d'une microcéphalie et était en chaise roulante. Alors si jamais vous ne savez pas ce qu'est la microcéphalie, voilà une brève définition. La microcéphalie est une malformation congénitale rare se caractérisant par un périmètre crânien nettement inférieur à la moyenne, résultant d'un développement cérébral insuffisant. D'ailleurs, Casey suivait une formation d'aide-soignante, elle était très déterminée dans ce qu'elle faisait et en soi elle voulait vraiment avoir toutes les cartes en main pour pouvoir être la personne principale qui s'occupait de son fils. Selon sa meilleure amie qui s'appelle Anna Green, qui était elle âgée de 24 ans, il ne restait plus qu'un seul examen à passer à Casey avant d'enfin avoir son diplôme et pouvoir devenir la personne principale responsable de son enfant. Anna dira d'ailleurs, elle y était presque, elle voulait être celle qui prendrait soin de lui. Elle lui faisait faire différentes thérapies tous les jours. Mais bon, malheureusement, je vous le dis d'ores et déjà, mais Casey ne passera jamais cet examen puisqu'elle va disparaître avant. Mais avant de parler de sa disparition, parlons des semaines qui l'ont précédée. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, quelque chose va sembler changer chez elle. En fait, dans les mois précédant sa disparition, donc en janvier 2024, la santé mentale de Casey a semblé se dégrader. Déjà, il faut savoir qu'elle souffrait de troubles bipolaires et avait récemment interrompu son traitement. Et pour ceux qui connaissent mal le trouble bipolaire, en voilà une brève définition. Le trouble bipolaire est une maladie psychique chronique caractérisée par une alternance d'épisodes d'humeur extrême, soit la dépression, tristesse, manque d'énergie, soit la manie, euphorie, hyperactivité. Alors, pourquoi est-ce qu'elle avait arrêté son traitement? Eh bien, je ne sais pas, mais je me dis que sans doute c'était la maladie mentale qui l'avait poussée à le faire. Je veux dire, c'est pas rare que des personnes malades arrêtent leur traitement comme ça, comme si au final la maladie prenait le dessus et les poussait à ne plus vouloir se soigner. C'est une possibilité et donc voilà, je pense que c'est ce qui est arrivé à Casey.
D'ailleurs, Anna, donc la meilleure amie de Casey, se souvient que la veille de sa disparition, Casey lui avait confié qu'elle avait simplement envie de s'allonger dans la neige et de se laisser mourir. Anna va d'ailleurs confier: elle m'a dit qu'elle allait s'allonger dans la neige et se laisser mourir de froid. C'est là que j'ai compris qu'elle était en détresse. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi savoir que Casey commençait à avoir peur d'Evan, son mari, et elle faisait même des déclarations assez alarmantes sur lui. Par exemple, elle avait dit à Anna qu'elle pensait que son mari la droguait. Elle pensait même que son but était en fait de se débarrasser d'elle, et elle avait d'ailleurs fait une déclaration glaçante à Anna et elle lui avait dit: s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est de sa faute. Alors, est-ce que tout ça était vrai ou est-ce que c'était la maladie mentale qui la rendait parano? C'est clairement une des plus grosses interrogations de cette affaire et c'est vrai que c'est très difficile de démêler le vrai du faux. Par contre, il faut savoir que 4 jours seulement avant que Casey ne disparaisse, elle avait fait une autre déclaration à Anna et elle lui avait dit qu'elle était persuadée que son mari Evan la trompait, qu'il avait une liaison avec une autre femme qui, selon elle, s'appelait Amy Ross. Mais voilà, il faut savoir que le lendemain de cette déclaration, Casey avait semblé plus apaisée, en tout cas selon ce que dira son mari. Nous étions alors à présent le 14 janvier 2021. Et c'est vrai que Casey était passée de l'angoisse intense à une certaine paisibilité. Evan, son mari, avait d'ailleurs déclaré aux enquêteurs que ce jour-là, Casey était partie de leur maison à pied vers 16h avec un sac à dos sur les épaules, tout en disant qu'elle allait passer la nuit chez sa meilleure amie Anna. Toujours selon Evan, Casey avait pris les clés de leurs 2 voitures, mais par contre, elle était partie à pied sans les utiliser. Et moi personnellement, je me dis alors que si elle a pris les clés de voiture, c'était peut-être pour empêcher Evan de la suivre en voiture. Voilà, c'est une possibilité. En tout cas, Casey était donc partie de la maison et elle avait dit qu'elle reviendrait le lendemain après avoir passé la nuit chez Anna. À noter que cette scène est sans doute réellement arrivée puisque l'un des voisins du couple a vu Casey partir de chez elle et commencer à marcher sur la rue Happy Road et donc aux alentours du bloc 36 000, là où elle habitait. Mais voilà, après ça, plus personne ne l'a jamais revue. Ce qu'on sait également, c'est que lorsqu'elle était partie, elle portait sur elle une veste marron, un jeans bleu, des bottes de combat noires ainsi que des lunettes noires et puis elle avait un sac à dos vu qu'elle partait soi-disant pour la nuit. La suite se passe alors le lendemain à 11h29 lorsque Evan, le mari de Casey, va appeler la police afin de signaler la disparition de sa femme. En fait, elle n'était pas rentrée et elle ne se trouvait pas finalement chez sa meilleure amie Anna et donc Evan avait eu peur que le pire lui soit arrivé. Le bureau du shérif du comté de Weld avait heureusement pris cette affaire au sérieux très rapidement et avait alors lancé une vaste opération de recherche. Il y avait des équipes à pied, des unités canines déployées et des drones avaient aussi été envoyés pour ratisser la zone. De plus, rapidement, des avis de recherche avaient été diffusés aux services de police des comtés voisins et suite à ça, les recherches s'étaient étendues et en tout, elles avaient eu lieu sur 8 km à l'est du domicile de Casey. Et d'ailleurs, très vite, des éléments très inquiétants vont être découverts. En fait, les affaires que Casey portait sur elle au moment où elle avait quitté son domicile ont été retrouvées éparpillées un petit peu partout. Déjà, son sac à dos a été retrouvé jeté dans un fossé à seulement 1,5 km au sud-ouest de son domicile. Et puis par la suite, à un carrefour tout proche de là où elle habitait, les secouristes avaient retrouvé son pantalon ainsi qu'un autre sac, avec notamment le téléphone portable de son fils à l'intérieur, ce qui n'avait pas beaucoup de sens. Sinon, pour ce qui est du téléphone de Casey, lui n'a jamais été retrouvé. Tout ce qu'on sait en fait, c'est qu'il a émis un faible signal de données mobiles à proximité de son domicile et qu'après ça, son téléphone avait été définitivement éteint. Bon, l'affaire était tout de même très étrange, l'acte criminel avait été envisagé par les autorités et suite à ça, le bureau d'enquête du Colorado et le FBI s'étaient eux aussi joints à l'affaire. Alors évidemment, la police avait interrogé les proches de Casey, plus de 20 témoins, amis et membres de la famille avaient d'ailleurs été interrogés et les autorités avaient alors recueilli une 50aine de pistes qu'elles ont toutes suivies d'ailleurs, mais elles n'ont malheureusement rien donné. Alors si vous vous demandez, toutes les pistes qu'ils ont suivies à ce moment-là n'ont rien donné, donc ils n'ont jamais réellement communiqué là-dessus, ils ont simplement dit qu'ils enquêtaient. J'ai effectivement lu des commentaires de personnes qui me disaient que lorsque je parlais de pistes, je ne développais pas, mais il faut savoir que si je ne trouve pas d'informations
informations là-dessus, je peux pas les inventer. Donc là, je sais qu'ils ont suivi des pistes, une cinquantaine, mais quoi exactement, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, selon les forces de l'ordre, il était plus que probable que Casey soit malheureusement décédé, puisque, comme je vous l'ai dit, son téléphone n'a jamais été rallumé, et en plus de ça, il n'y avait eu aucun mouvement sur son compte bancaire, et de plus, elle ne semblait pas être partie avec beaucoup de cash sur elle. Alors, à côté de l'enquête officielle, l'enquêtrice privée Erin Martinez avait décidé d'aider et avait alors de son côté inspecté tous les hôpitaux, les prisons, les établissements psychiatriques des alentours et avait elle aussi tenté de suivre absolument toutes les pistes qu'elle pouvait trouver. Elle avait également essayé de récolter des témoignages, mais malheureusement, il n'y avait aucune observation de Casey qui avait été confirmée, et la dernière fois qu'elle avait été vue, c'était donc en sortant de chez elle, et après ça, comme je vous l'ai dit, elle s'était volatilisée. Par contre, c'est vrai que quelque chose qui ne va pas vraiment aider à l'enquête, c'est qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont se faire passer pour Casey sur internet. Ces personnes n'avaient aucun lien avec elle, mais ils ont simplement décidé d'attirer un peu d'attention sur eux, ce qui est très grave puisque ça nuit à l'enquête. Et personnellement, je trouve ça juste horrible de faire ça, c'est un manque d'empathie envers la famille, envers l'enquête, les enquêteurs. Voilà, mais en tout cas, ça n'a pas empêché certaines personnes de le faire. Alors, mis à part ça, il faut savoir que pour la police, Evan, le mari de Casey, était quand même un suspect potentiel. Il n'avait pas l'air suspect, mais quand on sait que Casey avait raconté à Hannah qu'il la droguait et qu'il la trompait, ça restait important d'enquêter sur lui tout de même. La police lui a d'ailleurs fait passer le test du polygraphe, donc le détecteur de mensonges, afin de les aider à savoir s'il était sincère ou non. Malheureusement, là encore, les résultats n'ont pas été rendus publics, mais dans tous les cas, il faut savoir que ce test n'est pas une preuve en soi, ça ne peut pas être utilisé dans un procès. Donc voilà, ils l'ont fait à titre indicatif, ils ont eu des résultats, peut-être des résultats un peu ambivalents. En tout cas, ils ne les ont pas communiqués. Par la suite, dans les mois qui ont suivi la disparition de Casey, l'histoire a pris une tournure plus sombre. Evan, donc le mari, a fini par accueillir chez lui cette fameuse Amy Ross, donc la femme avec laquelle Casey pensait que son mari avait une liaison. Tous les deux s'étaient même mis en couple et ils avaient alors déménagé dans la ville de Atwood dans l'état du Kansas, ce que je trouve complètement fou. Clairement, je me dis que si ma femme disparaissait, je changerais pas d'état déjà, et encore moins aussi rapidement. Partir, ça voulait dire être loin de l'enquête, être loin de sa femme au cas où elle réapparaîtrait. C'est vraiment jeter l'éponge, c'est se dire bon, elle a disparu, elle est sans doute décédée, je refais ma vie autre part. Je veux dire, si ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans, je pourrais comprendre. Mais là, ça faisait seulement que quelques mois, les enquêteurs étaient vraiment au milieu de leur enquête. Et non, lui a décidé de partir. Et je me dis que changer d'état, ça peut aussi paraître comme une preuve de sa potentielle criminalité. En tout cas, son nouveau couple avec Amy devenait très dérangeant. Et d'ailleurs, il paraîtrait que ses enfants lui aient même été retirés. Et d'ailleurs, on peut le comprendre parce que seulement 1 mois après que le couple ait déménagé au Kansas, Evan va être arrêté. En fait, de ce que j'ai pu lire, les policiers avait été appelé pour intervenir suite à une altercation entre 2 hommes et une femme à l'hôpital du comté de Rawlins à Atwood au Kansas. Les personnes impliquées dans cette bagarre étaient en fait Evan et Amy et également un certain Chandler Johnson. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé, ni comment la bagarre aurait commencé, mais ce qu'on sait, c'est que Evan, qui était à présent âgé de 33 ans, a été arrêté pour agression armée, coups et blessures. Donc voilà, rien qu'avec ça, on découvrait qu'Evan pouvait être violent. On n'en avait eu aucune preuve jusqu'ici, mais cette arrestation laissait penser qu'il pouvait donc déjà s'être montré violent par le passé et qu'il s'en était donc peut-être pris à sa femme. Dans tous les cas, selon Hannah, donc la meilleure amie de Casey, Evan n'avait jamais participé aux recherches pour essayer de retrouver sa femme. En fait, il était resté très passif dans l'enquête et avait juste essayé de faire le moins de vagues possible, comme s'il ne voulait absolument pas se faire remarquer dans tout ça. Là encore, je trouve ça étrange, même si évidemment chacun peut gérer cette situation à sa façon, il n'y a pas de guide pour gérer la disparition ou le meurtre de sa femme, mais tout de même, je trouve quand même sa réaction bizarre. En fait, quand on y pense, soit Casey est partie d'elle-même, peut-être pour refaire sa vie ailleurs, ou parce qu'elle aurait décidé de mettre fin à ses jours, ou alors quelqu'un lui a fait du mal, ce qui expliquerait pourquoi ses affaires ont été retrouvées éparpillées un peu partout,
et aussi ce qui expliquerait pourquoi son corps n'a jamais été retrouvé. Par contre, pour ce qui est de la mère de Casey, eh bien, elle refuse de croire que sa fille est partie d'elle-même. Malgré tout, elle dira « Au fond de mon cœur de mère, je crois encore qu'elle est vivante. Elle est quelque part, elle attend que je la retrouve. » D'ailleurs, elle dira même avoir eu sa fille au téléphone à peine 1 heure avant qu'elle ne parte de chez elle, et au cours de cette conversation, Casey avait l'air normal. Rien ne semblait transparaître et elle n'avait pas l'air non plus très émotive. Après, c'est vrai que dans cette affaire, il y a selon moi quelques points qui pourraient quand même montrer qu'il est possible qu'elle ait mis fin à ses jours. Déjà, il y a le fait qu'elle se sentait très mal depuis des semaines avant sa disparition, qu'elle avait arrêté de prendre ses médicaments et qu'elle semblait même être parano par rapport à son mari. Une autre chose étrange, c'est que, toujours selon son mari, eh bien, elle semblait bizarrement apaisée le jour de sa disparition. Je me dis que c'est possible qu'elle se sentait apaisée parce qu'elle savait qu'elle allait justement mettre fin à ses jours ce jour-là et qu'elle se sentait soulagée par rapport à ça. Et puis il y a aussi le fait qu'elle a appelé sa mère 1 heure avant de partir, avant de disparaître, ce qui laisse imaginer là encore qu'elle aurait pu l'appeler comme pour lui faire un dernier au revoir. Mais bon, ça c'est les raisons qui peuvent me faire croire qu'elle aurait mis fin à ses jours, mais c'est important de mettre en parallèle de ça le fait qu'il y a d'autres raisons qui sont aussi nombreuses et qui nous montrent qu'elle n'aurait sans doute jamais mis fin à ses jours à ce moment-là. Déjà, on sait qu'elle tenait à s'occuper seule de son fils handicapé, elle allait bientôt avoir son diplôme, elle ne l'aurait donc jamais laissé seule derrière elle. Rien que ce point-là, à quel point elle aimait son fils, à quel point elle tenait à s'en occuper, à quel point elle aimait ses 3 autres enfants évidemment, ça me laisse penser qu'elle les aurait pas laissés seuls, qu'elle serait restée pour eux, qu'elle serait restée pour terminer ses examens. Et donc c'est vrai que d'un autre côté, la thèse du suicide a quand même ses limites. Mais pour en revenir à Anna, donc la meilleure amie de Casey, elle s'était énormément impliquée dans l'enquête et dans la médiatisation de la disparition de Casey. Elle avait distribué des centaines de tracts, elle avait organisé des événements pour sensibiliser le public, elle avait pris la parole de nombreuses fois et elle avait travaillé en étroite collaboration avec la détective privée. Lors de l'une de ses prises de parole, Anna va d'ailleurs dire qu'elle n'avait jamais douté de ses convictions et elle dira par rapport à Casey, « Casey n'est pas partie de son plein gré, jamais de la vie. Il y a eu manœuvre frauduleuse depuis le début. » D'ailleurs, un peu plus d'1 an plus tard, le 11 janvier 2025, donc il n'y a pas si longtemps, les amis et la famille de Casey se sont réunis devant le bureau du shérif du comté de Weld pour commémorer le 1er anniversaire de la disparition de Casey. Pendant la commémoration, ses proches brandissaient leurs pancartes, ils partageaient des souvenirs, mais surtout, ils exigeaient que l'enquête se poursuive. La maman de Casey dira d'ailleurs « Ma fille est inoubliable, vous n'oublierez jamais ma fille, elle est trop pleine de vie. » Mais bon, malgré les veillées, les recherches et les entretiens, le statut officiel de l'enquête reste inchangé. Il s'agit toujours d'une simple disparition et l'acte criminel n'est pas envisagé officiellement. Au final, aujourd'hui, Casey est toujours portée disparue et malgré tout, sa famille et ses amis sont fermement convaincus qu'elle n'est pas partie d'elle-même et que quelque chose lui est arrivé. Selon eux, quelqu'un doit forcément savoir quelque chose et ils espèrent alors que très bientôt, on puisse avoir de nouvelles pistes à suivre. En attendant, la famille de Casey tient divers comptes sur les réseaux sociaux afin que le public continue à suivre cette affaire et qu'évidemment, Casey ne tombe pas dans l'oubli. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la page Facebook dans la description. Mais donc voilà où en est l'enquête aujourd'hui. Si vous voulez savoir mon avis, personnellement, je suis partagée entre 2 choses. Soit elle aurait pu effectivement mettre fin à ses jours, elle l'a dit, elle avait envie de s'allonger dans la neige et de mourir de froid. Donc voilà, dire ces paroles quelques jours avant de disparaître, en sachant qu'elle a arrêté ses médicaments pour sa bipolarité, etc. Ça laisse penser que oui, elle a pu partir, prendre les clés de voiture pour qu'on ne la suive pas et mettre fin à ses jours quelque part, cachée, à un endroit où on ne retrouve pas son corps. Et puis, d'un autre côté, je me dis aussi que son mari est très suspect. Évidemment, Casey n'était pas dans son état normal quand elle a expliqué que son mari la droguait ou qu'il la trompait, mais dans tous les cas, il s'est avéré que son mari avait bien une relation avec une autre femme, celle que Casey avait désignée. Donc je me dis que si elle ne s'est pas trompée sur l'un de ces points, c'est possible qu'elle ait eu raison aussi sur le fait que son mari la droguait. Si oui, pourquoi est-ce qu'il la droguait? Peut-être parce qu'il n'arrivait pas à rompre
rompre avec elle et qu'il espérait pouvoir la tuer à un moment donné. C'est une possibilité. Dans tous les cas, moi, plus rien ne m'étonne. J'ai traité d'assez d'affaires pour me rendre compte que parfois, eh bien, dans les couples, l'autre préfère tuer son partenaire plutôt que de divorcer ou se quitter. C'est incompréhensible, mais ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos théories, je vous lirai avec attention. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à booster aussi la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle affaire. Bye!